Bienvenue dans Culture neurodivergente. Je suis Claudia, votre capitaine pour cette exploration intime des mondes de la neurodivergence. Avant d'embarquer dans ce nouvel épisode, revenons sur les voix qui nous accompagnent dans cet égorama. Alexandre, psychiatre et philosophe, conjugue son expertise clinique avec son vécu de neurodivergent et son engagement militant. Amandine, comédienne devenue maraîchère, est passionnée par le lien entre le corps, le langage et les émotions. Léo, enseignant de langue, explore la neurodivergence à travers les mots et leur portée politique. Et enfin Pina, chercheuse, questionne le diagnostic et les limites qu'il impose, à la recherche d'outils pour mieux comprendre son propre fonctionnement. À travers leurs regards croisés, nous poursuivons notre traversée de l'identification à la politisation. Alors, installez-vous confortablement. Bonne écoute. En fait, la neurodivergence, ça recouvre toutes les personnes qui, pour une différence au niveau du fonctionnement neurologique, ont des difficultés à s'adapter aux normes sociales. Donc, c'est très vaste. Et moi, je pense qu'on peut considérer qu'une personne neurotypique, si elle a une dépression grave, au moment de sa dépression grave, elle est concernée par la neurodivergence. Et ça a beaucoup de parallèles avec le handicap. On peut naître non handicapé et puis par les événements de la vie, le devenir. Et je pense que c'est la même chose. Donc voilà, j'aime penser la neurodivergence comme une lutte politique. Pina? Donc, il y a la polarité entre positif et négatif dans les diagnostics. Oui, d'accord, être surdoué ou diagnostiqué surdoué, je ne sais pas. Ouais, c'est positif, donc être diagnostiqué bipolaire, c'est négatif. Ou dépressif, c'est négatif. Et il y a cet encaissement, et surtout ce que j'étais en train de un peu chercher dans la famille. Et j'ai demandé mes parents, notamment ma mère. Voilà, on est en train d'explorer cela dans ma thérapie. Et ma mère m'a dit, non, tu sais, quand tu étais petite, bon, en Colombie, oui, on nous a dit que tu étais surdouée, on t'a fait des tests et tout ça, mais ça va. La question, c'est que il y a la question de l'acceptation de certains diagnostics et pas d'autres. Et donc, comment, en fait, moins encasé et mieux, on va dire, lier certains fardeaux qu'il y a aussi au-delà d'un diagnostic, soit positif, négatif. Moi, je préfère dire froid et chaud. Du coup, pour enlever cette espèce de positif, négatif, bon et mal, bien. C'est une question d'équilibre. En fait, j'ai adoré Léo. Une des premières réactions, c'est les liens avec ce qui c'est LGBT ou queerness, parce que dans le queerness, il y a aussi une question aussi politique et d'engagement. Donc, c'est une question de la déviation standard, ce qui c'est les standardités, connues comme normalité, et ce qui est dans les extrêmes. Dans les extrêmes, ça a aussi une voix, ça mérite aussi d'être vu et regardé par les statistiques et non laissé de côté, seulement par une formule qui amène ce qui est commun. Et là-dessus, pas appliqué dans ces cas-là, mais on pourrait du coup l'amener. Il y a les intimités collectives, qui est née d'une intimité collective partagée et qui devient plurielle. Et ça, c'est un concept qu'il a mené Muriel Mambrini, Anne-Sophie Schmidt, dans l'interdisciplinarité. Mais si on parle des connexions neuronales, des connexions de cerveau, pourquoi pas l'amener dans ces cas de neurodivergence ou neuroatypique. Alexandre,
Plein de commentaires que je voulais faire. Alors, le premier, c'est quand je parlais de la dépression. Même la dépression, en fait, quand on examine le cerveau des gens par une résonance magnétique, on voit aussi qu'il y a des dépressions au pluriel, en fait. Donc, il y a même une divergence dans ce fait qu'on peut nommer comme si c'était une seule enveloppe, mais non. Donc, il y a une divergence là-dedans aussi. Et si le cerveau marche différemment, la dépression se manifeste autrement aussi. Donc, il y a la dépression mélancolique, la dépression apathique, la dépression anxieuse. C'est dû aussi à cette manière différente du cerveau de cette personne de fonctionner de telle ou telle manière. Quand Pina parlait de la question de la surdouance et qu'elle était reconnue quand elle était petite, et la famille, ah non, mais c'est bon, ça va, tu te débrouilles bien, tu es intelligente. Comme si c'était quelque chose de restreint seulement à la question cognitive, comme s'il s'agissait que d'une question cognitive. Ah, tu es intelligent, c'est bien, allez, tu vas te débrouiller à l'école, tu vas avoir de bonnes notes, tu vas passer tous tes examens facilement, machin. Mais non, c'est pas ça la question. La question, c'est que déjà, ça a un rapport avec notre solitude, parce que du coup, on a du mal à trouver des gens qui sont en consonance ou en résonance affective avec nous, parce que justement, cette ampleur de notre intelligence cognitive, ça va avec une amplitude aussi plus importante de nos réactions affectives, de nos sensorialités, en fait, de notre sensibilité sensorielle, de notre dextérité motrice, en fait. Moi, par exemple, je parle de moi. Je ne voyais pas cette connexion entre ces choses-là, et donc je voyais ça comme si c'était des phénomènes un peu détachés l'un de l'autre. Et finalement, quand j'ai eu le nom, j'ai pu prendre une file et dire « Ah d'accord, tout ça se relie, au fait. » Et tout ça, ça fait partie de la même chose. Et du coup, je me suis dit « Mince, j'aurais dû investiguer ça avant, en fait, quand mon père disait quand j'étais petit. » Parce que du coup, ça m'aurait aidé à mieux régler ma vie, en fait, à mieux régler les questions de ma sensibilité, de mes réactions affectives. Et même mon histoire psychiatrique, on va dire, elle a un peu commencé en France, en fait. Quand je faisais mon master en France, je me suis tapé une crise qu'aujourd'hui je vois comme une crise de burn-out autistique. Après 7 jours à écrire en hyperfocus mon texte de master, je me suis tapé une crise délirante. Et j'étais là nommé bipolaire, crise magnétiforme, psychotique, machin truc. Et j'étais complètement effrayé par ce diagnostic. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, j'avais rétabli ma norme très rapidement. Et ça, c'est une caractéristique aussi des gens HPI. Des autistes, en fait, sont très résilients aux impacts. On va souffrir le mal, mais on va se rétablir plus rapidement. Et en fait, le médecin disait, ah, c'est vrai, c'est bizarre, en fait. Je sais que tu n'es pas exactement bipolaire. Bah, pas dit, vous n'êtes pas exactement bipolaire, mais je ne sais pas non plus qu'est-ce que vous êtes. Et il m'a laissé comme ça. Et je pense que avoir cette notion que je peux sentir les choses de façon très violente, très puissante, et que je peux trouver mes façons de me réguler affectivement, émotionnellement, c'était un outil qui a été développé une fois que j'ai reçu le diagnostic. Avant, j'avais l'impression de flotter sur un océan chaotique, en fait, dans ce sens. Et malgré ça, j'étais organisé au sens de la vie commune. En fait, j'ai fait ma fac, j'ai mon cabinet, je travaille, je fais toutes ces choses-là. Mais au fond de moi, j'étais là inquiet et instable et angoissé de ne pas trouver des façons de pouvoir régler cette sensibilité, par exemple. Alexandre, tu évoques une diversité des formes de la dépression. Pourrais-tu nous en dire plus ? Donc, on peut décrire les différentes dépressions de plusieurs façons. On va parler de la phénoménologie de la dépression. Une personne peut se présenter avec une dépression mélancolique, c'est-à-dire celle qu'on reconnaît plus facilement, la tristesse, le manque d'amour-propre, le manque de force pour faire les choses, l'anédonie, l'apathie, la fatigue. Celle les plus visible, en fait, plus reconnaissable par les gens. On peut avoir une dépression dysphorique, c'est-à-dire la mauvaise humeur, l'agacement facile, l'irritabilité, l'insomnie, parfois une augmentation de l'appétit, parfois une diminution, parfois une augmentation de la libido, parfois une diminution. Mais il y a ce côté de l'irritabilité qu'on ne reconnaît pas trop comme si c'était une sorte de tristesse. Donc voilà, c'est notre dimension. Une dépression anxieuse, donc on est plus dans l'anticipation des problèmes, d'avoir des rapports, dans ces symptômes physiques, au fait, qui mènent à des crampes, à des douleurs, à une tension musculaire, à des troubles intestinaux. On peut avoir une dépression apathique, c'est-à-dire un manque complet d'énergie, une somnolence quotidienne, une fatigue, un manque d'énergie pour faire les choses, pour parler, pour agir. Et tout ça, ce sont des manifestations, si on veut dire ça au niveau chimique. Voilà, ce manque de sérotonine, ça va mener à une dépression plutôt mélancolique et dysphorique. Un manque de dopamine va mener plutôt à une dépression
apathique. Un manque de noradrénaline, ça va faire aussi une dépression qui va apparaître avec plein de symptômes de TDAH, par exemple. Donc voilà, il y a cette différence entre la manifestation et des zones qui sont compromises, qui sont touchées par... des zones dans le cerveau, pardon, qui sont touchées par les questions de sa dépression, et quel est le système, on va dire, quel est le réseau neurochimique qui est atteint. Donc tout cela ça va produire des dépressions différentes. Donc ce sont des divergences dans la dépression, ce phénomène qu'on veut nommer le cancellement. Et on peut parler de la même chose dans la schizophrénie, de troubles bipolaires. Chacun a ses façons de... Et de quoi on classe, on fait... D'accord, c'est vrai, c'est bien pour le professionnel de classer les choses, d'établir les règles, les hiérarchies. Et pour les gens qui sont en train de vivre ça, c'est intéressant de penser que, bon, voilà, je fais partie de toute cette gamme des possibilités de nos souffrances humaines, en fait. Le spectre, en fait, c'est utile de penser en termes de spectre. Oui, c'est la meilleure façon de penser. En psychiatrie, tout phénomène psychiatrique est un phénomène spectral. Oui, où il y a une infinité de possibilités entre une couleur et une autre, en fait. Mhm, Et les catégories ne s'excluent pas entre elles. mhm. Et par rapport à ça, j'avais entendu ça sur ton podcast, Alex, parce que Alexandre a un podcast au Brésil qui a beaucoup de succès et que j'ai beaucoup écouté et qui m'a permis de m'identifier, de me comprendre, qui m'a fait faire beaucoup d'économies de thérapie aussi. Le pouvoir de la psychoéducation. Donc voilà, c'est notre idée, faire des économies en psychiatrie, en psychologie, en soins, parce que vraiment, on peut se servir, et c'est l'idée qu'on a d'un média comme un vecteur de bien-être, de mieux-être mental. Et je t'avais entendu dire ça dans ton podcast Fractice, que en fait, la neurodivergence, c'est en gros la toile de fond, qui on est neurologiquement, mais que sur cette toile, on retrouve parmi les personnes neurodivergentes plus, voire beaucoup plus de dépression, de schizophrénie, de bipolarité. Et je pense que ça s'explique par de nombreux facteurs. J'imagine que, bah oui, moi dans mon cas, la dépression, l'anxiété venait de cette nécessité de m'adapter, de faire des efforts sans cesse pour m'adapter à des fonctionnements, à des normes sociales qui, pour moi, sont très fatigantes. Les deux peuvent ces spectres dont on parle, en fait, ils peuvent se combiner. Donc, effectivement, c'est des spectres sur des spectres. Et, et c'est pour ça que j'aime bien ce parallèle avec les luttes LGBT, les luttes queer, parce que en fait, on ne parle pas de catégories. Au début, on parlait lesbienne, gay, bi, et puis on s'est rendu compte que non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de nuances. On parle d'une très grande diversité, et c'est justement l'idée de ces mouvements de valoriser cette diversité, de montrer qu'elle est une richesse et que une société qui la valorise est une meilleure société. Et l'idée de la neurodivergence, c'est la même chose. Donc je pense que la meilleure façon d'y penser, c'est cette diversité, en fait. Mais qui ont tout en commun une difficulté à s'adapter à nos sociétés. Et c'est pour ça qu'il y a une autre lutte que je trouve très intéressante, c'est la lutte des personnes en situation de handicap. Parce que on parle souvent de la différence invisible ou d'un handicap invisible. On peut avoir l'air entre guillemets normal. On apprend aussi à masquer beaucoup, donc on est des professionnels pour montrer un visage qui va bien, qui rit, qui fait des blagues parfois à l'extrême, mais bon, ça passe. Mais en fait, ça va pas. Et pour que ça aille mieux, on aurait besoin de petits aménagements. Voilà, comme une personne en fauteuil roulant a besoin d'une rampe, d'un ascenseur, d'infrastructures. Et je trouve que ce parallèle est très intéressant parce que, comme je disais avec la dépression, n'importe quelle personne peut être concernée par ça, peut avoir des coups durs dans la vie. Notre société fait augmenter les rangs des neurodivergents parce qu'on vit dans une société qui m'a l'air de plus en plus difficile. Et de la même manière qu'une rampe ou un ascenseur, bah oui, ça aide la personne qui est en fauteuil roulant. Mais le jour où vous avez besoin de transporter des cartons pour votre déménagement, bah c'est super. Le jour où vous avez un enfant, où vous avez une poussette, bah c'est super. Ces aménagements-là, ils ne sont pas seulement pour nous, ils bénéficient à l'ensemble de la société. Amandine? Je voulais réagir sur cette notion de diagnostic dont vous parlez, qui est finalement assez éloignée de moi. Alors peut-être par rapport à mon parcours
moi-même d'accompagnement thérapeutique, qui est un peu en dehors des pratiques conventionnelles de la psychiatrie ou de la psychologie. J'ai plutôt fait des thérapies courtes, alternatives. Donc j'ai pas été vue dans toutes ces caractéristiques-là. Donc j'ai pas eu cette notion de diagnostic. J'ai pas de questions, comment dire? J'ai pas d'analyse politique par rapport à ça. Enfin, en fait, là, c'est pour dire que même par rapport à, l'identification, aux personnes à la neurodivergence, ou même au spectre autistique ou quoi, je vois bien qu'il y a encore beaucoup de résistance chez moi. Un peu ce dont tu parlais, Léo, quand, t à ta première séance avec Alex. Moi, j'ai l'impression d'être là-dedans un peu, dans ce truc de résistance. J'ai l'impression que derrière ça, il y a la question de la légitimité aussi, de se dire: «Bah, en fait, pas moi, c'est pas possible». Enfin, je veux dire, ou alors si je m'identifie comme ça, c'est uniquement pour me faire remarquer et pour dire: «Bah, voyez, voilà, moi, je suis différente, quoi». Et du coup, ça freine chez moi. Il y a quelque chose qui me dit: yes, voilà, pas moi, quoi». Et puis, oui, sans doute aussi parce que j'ai jamais été vue là-dedans et que moi, c'est des choses que je remarque par moi-même. Mais, voilà, il y a pas eu de cet aspect, du coup, dont vous parlez, mais du professionnel qui acte quelque chose, quoi. Je trouve que c'est aussi difficile, du coup, l'identification là-dedans, ouais, c'est ça, la question de la légitimité, quoi, finalement. Et qui fait aussi, pour moi, le parallèle, puisqu'on parlait des luttes, LGBT, queer, moi, ça fait le parallèle avec une part de mon identité, dont je prends conscience depuis quelque temps, qui est mon identité lesbienne. Et voilà, il y a aussi la question de la légitimité là-dedans. Ah, la légitimité. Si toutes ces questions abordées au fil de nos discussions résonnent en vous, parce qu'elles vous concernent directement, indirectement, ou simplement parce qu'elles vous interpellent, alors sentez-vous pleinement légitime à rejoindre notre collectif et à y contribuer. Les dates du prochain Quiéton sont à retrouver sur nos réseaux sociaux. Je me tourne à présent vers notre professionnel pour aborder une question à la croisée des enjeux de santé mentale et des politiques d'identité, le trauma. J'ai lu que les personnes neurodivergentes seraient plus vulnérables au traumatisme. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi, Alexandre? Par ailleurs, si la neurodivergence désigne un fonctionnement neurologique qui s'écarte de la norme, les professionnels de la santé mentale sont-ils réellement formés à reconnaître et accompagner les traumatismes chez les personnes neurodivergentes? Très très bonne question. Je voulais justement commencer par un petit commentaire. Il faut dire que chez les gens neurodivergents, on a 70% des gens qui vivent une diversité de genres et de manifestations de leur sexualité. Donc ça va avec. Donc la diversité du cerveau, c'est aussi la diversité de nos corps. C'est aussi la diversité de nos sexes. C'est aussi la diversité de nos genres. Notre lutte, elle s'approche aussi, elle est complètement ancrée dans la lutte LGBTQIA+, tout ça. Par rapport à la question de trauma, très très bonne question, parce que ça, je pense que c'est un sujet qu'on va rebondir à chaque fois. Je fais ici des petites notes déjà, parce que je dis, bon, alors je vais lister des questions pour dire pourquoi on est plus susceptible au trauma. Déjà par notre difficulté avec la cognition sociale, en fait. On a des difficultés à reconnaître que certains gestes sont des gestes qui peuvent nous mener à un mal, en fait. On a même du mal à reconnaître le danger. Et on peut continuer à exposer une situation de danger parce qu'on a du mal à interpréter si cette question est dangereuse ou pas. On est très curieux. Donc on peut continuer à insister sur une situation gênante pour dire « Ah bon, alors qu'est-ce que ça va donner, machin ?» On est très naïf. La naïveté, l'ingénuité, c'est un trait de la neurodivergence. Donc du coup, on est plus susceptible aussi à ce genre de coups toxiques, de l'abus sexuel, psychologique, physique, financier, tout ça. On a une hypermnésie.
Donc, a une tendance à avoir des réminiscences de mémoire très ancrées, très profondes. Donc, si on passe par un trauma, on va revivre ça plus souvent de façon très nette, très claire, en fait, comme des réminiscences de cette violence. On a une rigidité cognitive aussi. Ça peut être fixé dans notre corps, dans nos gestes, dans nos actions. La mémoire de cette situation commence à blesser ou pas nos codes éthiques, en fait. Et ça peut produire des manifestations très importantes chez nous. On a du mal à demander de l'aide. On a beaucoup de mal. D'autant plus qu'on a depuis tout petit, en fait, cette question de notre intelligence. Même nous, en fait, on refuse parfois de « Ah, je ne veux pas qu'on m'aide, je ne veux pas qu'on me dise comment faire les choses, je vais faire de mon gré, je vais faire à ma façon ainsi les choses. » Donc, on a tendance à avoir cet esprit un peu scientifique. Je teste la chose, je fais une faute, je refais la chose, je reteste, je me remets. Et du coup, c'est de notre esprit, en fait, de ne pas réclamer de l'aide, même quand on est dans des situations très blessantes, très agressives, très nuisantes. Et voilà, tout ça, ça fait un tout qui peut générer pas mal de vulnérabilité au trauma. Et comme tu disais aussi, les corps black, les corps obèses, les corps des enfants, les corps des vieux. En fait, on a pas mal parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle de diagnostic tardif, comme si c'était une question que chez des adultes, en fait, mais non. Il y a aussi les gens âgés, en fait, qui sont en train de se découvrir aujourd'hui. Et donc, tous ces corps-là, ils vivent de façon différente, en fait. La violence que j'ai pu souffrir quand j'étais petit, c'était mon corps, mais ça a produit un effet différent d'une violence que je peux souffrir aujourd'hui. Ça sera forcément différent d'une violence que je vais souffrir si jamais ça arrive dans ma vieillesse. Oui, c'est une question très intéressante. Et ça aussi, c'est une question de la culture qui doit être produite par la personne même, en fait. Donc, rien sur nous sans nous. Rien sur le black sans les blacks. Rien sur les neurodivergents sans les neurodivergents. Rien sur les homos sans les homos. Donc, nous devons prendre les paroles, et produire les vérités qui nous décrivent. Léo avait dit ça sur cette question de... On est nommé par l'ODSM, les caractéristiques sont signalées, on a tout le checklist de choses qu'on doit vérifier chez une personne neurodivergente, et ça normalement parle de nos difficultés, de nos défis, de nos défauts. Et on n'a pas une description plutôt positive dans quel sens, en fait, de la positivité de notre existence, en fait, de nos puissances. Pourquoi on n'utilise pas les critères de nos puissances pour parler de notre existence? Pourquoi on doit à chaque fois voir ça par le biais de la souffrance, de la détresse, du malheur? Et je pense que c'est pour cela que je parle d'une culture neurodivergente, parce que c'est à nous de dire, bon alors, d'accord, vous nous décrivez comme des gens défectueuses, mais on est ça et ça et ça et ça et ça et ça. On a tout ça en plus. Et chaque communauté doit produire son discours sur soi-même. Oui, c'est une question, à la fois c'est une provocation, à la fois c'est une sorte d'horizon qu'on doit regarder, qu'on doit dire, alors c'est intéressant de suivre ce chemin et de donner plus de parole à la diversité aussi, et de faire un travail qui n'est pas encore fait, justement. Et c'est qu'on apprend à l'université, même quand on va décrire une douleur d'un mal qu'on peut avoir pour une maladie, machin, normalement on décrit comme les hommes le sentent, pas comme les femmes. Donc, comment on va même dire alors à telle personne d'un tel pays ou telle personne d'une telle ethnie ou telle personne machin, comment elle vivre ça? Mais ça, c'est complètement obscurci, en fait. C'est invisibilisé complètement. Et quand on se rend compte de ce manque, en fait, de cette absence, c'est à nous de prendre la responsabilité de le faire, en fait, de commencer à nommer ces choses, à réclamer cet espace. Et je pense que c'est ça qu'on fait ici. Amandine? Oui, ça me donne envie de réagir, tout ce qui vient d'être nommé là sur, les différents types de dépression, nos réactions face au trauma. J'ai envie de partager un savoir chaud, une expérience sur, finalement aussi un épisode, moi de dépression et qui a été, finalement invisibilisé, parce que du coup c'était une dépression, liée, enfin juste après la naissance, de mon enfant et qui a été invisibilisée totalement par, ce grand mot de postpartum et je pense que c'est le cas pour, de nombreuses, personnes qui sont parentes, qui ont porté l'enfant et qui, voilà, on dit: «C'est normal, tout va s'arranger, soyez un peu patiente», quoi et alors que bon, voilà, moi ça a duré les 3 4 premières années de mon enfant. Et ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un postpartum là et pour autant ça n'a jamais été vu, ni par, les professionnels de santé que j'ai pu,
aller consulter pour d'autres choses, mais il y avait des signes qui étaient là, ni par mes proches. Et en fait, cette idée que tu nommes là, Alex, de pas demander de l'aide, ça me parle tellement fort parce qu'il y avait vraiment ce truc-là, je pense, chez moi aussi. C'est aussi pour ça que ça n'a pas été nommé, pas une seule fois. Il y a que moi aujourd'hui qui le nomme, de dire: «J'étais en dépression à ce moment-là». Mais voilà, ce truc de pas demander de l'aide et de vouloir masquer, faire en sorte que tout aille bien, surtout les premières années d'un enfant, quand tu parent, tout est censé aller bien, quoi. Mais cette histoire, ouais, pour moi d'invisibilisation, voilà, j'avais envie de partager là-dessus. Pina? L'être humain de référence, c'est un homme blanc de 34 ans, 70 kilos. C'est la référence médicale. L'année, je ne sais pas si c'est 34 ou 32 ans, mais c'est le début de la standardisation par justement un article sur la radiologie. Rien à voir avec la psychologie, psychiatrie, etc. Puis après, il y a la question, Alexandre, des fardeaux, non? Il n'y a pas de lien entre les diagnostics positifs et négatifs qui peuvent être, du coup, c'est tu es ça et c'est tout. Mais après, ce n'est pas un système complexe, c'est un système très linéaire et limité. Et on peut se demander si c'est parce que les professionnels d'un système et l'autre ne sont pas en fait liés. Ce n'est pas quelque chose. J'aime pas utiliser les mots holistique parce que les gens l'utilisent maintenant partout. Mais ça peut être quelque chose où comme et dans toutes les questions de santé, la gynécologiste et la dermatologue ne sont pas liés. Du coup, il y a certaines choses qui s'échappent du diagnostic par ces manques de liens. Puis après, il y a quelque chose que tu as mentionné, Alexandre, mais que je voudrais rebondir, c'est sur la question socioculturelle aussi et voir aussi les développements de la science absolue actuelle qui est toujours eurocentrée. Et notamment dans les traumas, il y a quelque chose de très intéressant par rapport au temps. On voit les temps comme quelque chose aussi linéaire. Mais par exemple, les Hopis, c'est un groupe autochtone de l'Amérique du Nord. Pour eux, dans leur langue, les temps n'existent pas. Il y a l'intensité avec laquelle on vit toujours ces souvenirs qui sont plus proches ou plus éloignés. Bon, là, la référence où je l'ai lue, c'était dans un livre de Carlos Severi, et où il a mené plein de références. Là, la référence était Warburg. Je peux donner des références de Benjamin Lee Whorf aussi, où on voit justement dans les questions scientifiques comment les temporalités, comment ce type de concept, on a toujours une vision de par les colonisations. Et c'est un peu le lien entre les luttes. Du coup, la lutte décoloniale, la lutte neurodivergente, la lutte queer. Du coup, c'est une question, comme tu as dit, plutôt des contours et pas trop dans le système hégémonique. Du coup, il y a la question des liens entre les disciplines, mais il y a une question aussi, les liens entre les cultures. Parce que pour certaines cultures, ça, ce sont des études, je peux donner après les liens plutôt de Camille Escaf, etc., où ils recherchent notamment les questions de maladie mentale et la vision socioculturelle par rapport à ça. Notamment dans la schizophrénie. Dans certaines cultures, du coup, ce qu'on appellerait schizophrénie, c'est du médiumisme. Du coup, c'est un médium, c'est du chaman, ce sont les gens qui ont accès à des voix. Du coup, il y a les facteurs effectivement biologiques qu'on peut voir, que voilà, et neuroscientifiquement, biologiquement. Mais il y a aussi la vue culturelle, le point de vue culturel sur ce qui c'est la normalité ou pas. Du coup, ça peut être intéressant de creuser un peu par rapport à ça et pourquoi pas c'est lié à ce type d'initiative.
Mais certainement, creusez, liez, luttez, racontez vos réalités. Cependant, avant même la politique, c'est d'une différence neurologique dont il s'agit, d'une réalité physiologique, n'est-ce pas? Alors je me demande, comment cette différence traverse-t-elle vos corps, vos quotidiens, vos relations? Rendez-vous dans le prochain épisode pour en savoir plus. D'ici là, amis auditrices et auditeurs, je vous invite à partager vos ressentis, vos questions, vos idées, par message ou vocal au 0033 6 24 41 00 42. Je reçois vos messages sur Signal, Telegram ou WhatsApp. Bon vent! Culture neurodivergente est une production du collectif Neurolibération. Nous remercions le label Loho pour son autorisation et dédions cet épisode à la mémoire de Suzumo Yokota.